L'idée de l'épisode, c'est de comprendre un petit peu, ben, un ostéopathe, qu'est-ce que ça fait exactement? Est-ce que tu peux peut-être décrire pour nous un ostéopathe, c'est quoi exactement que ça fait? Ouais, donc c'est sûr qu'il y a, l'ostéopathie, si on vient vraiment, c'est de la thérapie manuelle. C'est ce vraiment, ça fait partie des thérapies manuelles, complémentaires en santé. Ce que va faire un ostéopathe, c'est qu'il va s'adresser à la cause du problème plutôt que le symptôme. Donc on va considérer le corps dans son ensemble, voir un petit peu pourquoi la personne consulte, puis qu'est-ce qui dans son histoire, puis qu'est-ce qu'on trouve dans nos tests, c'est quoi la raison de ces douleurs. Le meilleur exemple souvent que je donne, c'est un peu comme un horloger du corps humain, l'ostéopathe. Par exemple, quelque chose, tu viens, on va regarder si la pendule est déréglée, ben, on la remonte à chaque fois, ça marche pas. Pourquoi? Ben là, on va regarder au niveau, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. Donc avec des tests, on va vérifier. C'est comme si les articulations, c'était les engrenages, les ressorts, c'était les ligaments. Puis là, de l'un par rapport à l'autre, on va voir comment, qu'est-ce qui tire sur quoi, comment ça fonctionne. On va repartir le mécanisme pour que le système s'autorégule puis que la pendule revienne à l'heure. Donc c'est un petit peu l'analogie de comment fonctionne l'ostéopathie, qui est vraiment une approche sur la cause plutôt que le symptôme. OK. Fait qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes plus en mode prévention que de guérir? C'est ça, c'est Il un y a peu? il y a les 2. Je dirais OK. on peut, les gens peuvent arriver dans des cas qui vont être aigus, comme des douleurs qui vont être chroniques, mais aussi tout l'aspect préventif. L'ostéopathie s'adresse vraiment à tout le monde. Il y a de l'ostéopathie qui se fait, à la naissance, heu, vraiment sur des bébés, des nouveau-nés, avec tout ce qui va être asymétrie crânienne, torticolis, reflux gastrique, coli. Il y a de l'accompagnement de grossesse également qui va se faire. Il y a de la prévention, il y a de la performance au niveau du sport. Il y a des ostéopathes qui travaillent même dans des maisons de soins palliatifs en fin de vie pour les douleurs. Il y a de la gériatrie, donc c'est vraiment une approche qui s'adresse à tout le monde, heu, qui est vraiment centrée sur la personne et ses besoins. Ça, c'est vraiment une des spécificités de la profession. Heu, on est très Chaque personne est un cas un peu individuel, on le considère dans son ensemble, avec son histoire. On est encore dans les rares professionnels qui passons 1 heure en bureau fermé aussi avec la personne. Donc ça, c'est pour moi, c'est un privilège là, parce que ça permet de vraiment connaître l'histoire de la personne, de savoir pourquoi elle vient, qui elle est, puis de développer une relation, thérapeutique qui est vraiment bénéfique. Mmh. Fait que c'est vraiment une approche qui est globale du corps Exactement. humain. C'est Oui. c'est ça que j'aime en fait de cette profession-là, là, c'est que vous allez regarder vraiment, ben, comme tu disais là, la machine humaine au complet, là. Hem, Peut-être un peu pour aider encore plus à différencier des autres professions. Tu sais, souvent, dans le même milieu, on va avoir peut-être les physiothérapeutes, les chiros aussi. Qu'est-ce qui différencie, pardon, l'ostéopathe de ces peut-être de ces professions-là? Qu'est-ce que vous allez faire qu'eux, ils vont pas faire? Ouais, bah, en fait, c'est sûr que toutes ces professions-là rentrent dans les thérapies manuelles et travaillent sur le corps humain. Donc, il y a beaucoup de chevauchements entre les professions. Euh, dans les grandes lignes qu'on pourrait dire, quand on voit par exemple la physiothérapie, qui va être vraiment une approche très fonctionnelle, vont beaucoup traiter sur la raison de consultation dans un premier temps et tout ce qui va être réhabilitation, exercice à ce niveau-là. Donc, très, très complémentaire à ce qui va être fait en ostéopathie. La chiropratie ont vraiment, eux, beaucoup une approche qui est centrée sur la colonne vertébrale en général et sur les influx nerveux avec les manipulations, qui est une approche qui est des fois aussi qui peut ressembler à l'ostéopathie. L'ostéopathie va avoir une approche un petit peu plus globale au niveau des différentes structures et systèmes du corps humain, comme par exemple le champ crânien, comme je parlais sur les nouveau-nés, mais également toute l'approche au niveau des organes, au niveau viscéral, qui est une des approches de l'ostéopathie. Donc cette globalité-là est un petit peu plus vue en ostéopathie. Mais on voit quand même dans les dernières années, avec l'approche intégrative qui devient de plus en plus présente, que Mmh. beaucoup de professions essayent de considérer les gens dans leur ensemble. En tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup cette approche-là. Je pense que tout le monde peut en bénéficier, là, évidemment. Fait que, OK, parfait, je comprends un petit peu plus le rôle. Tu disais aussi qu'il y avait un rôle dans le sport. Oui, Comment est-ce que l'ostéopathe, il va avoir un rôle là-dedans? bah, l'ostéopathe en tant que tel peut vraiment, dépendamment aussi des préférences de l'athlète, là, parce que chaque personne est un peu différente, réagit à une thérapie mieux qu'à une autre. Et à un thérapeute mieux qu'à un autre. Là, ça, c'est la spécificité de tout à chacun. Il peut agir en condition de blessure. S'il y a par exemple eu une blessure. Dans les approches aussi qu'on va voir souvent, moi quand je travaillais plus avec des athlètes, s'il y a eu des blessures graves, des opérations, des fois les gens vont atteindre des plateaux avec les traitements, par exemple en physiothérapie. C'est-à-dire qu'ils progressent, puis à un moment ils ne progressent plus. Là, de changer de spectre de vue, d'aller sur une approche un petit peu plus globale, comme de l'ostéopathie, bah, permet de casser ce plateau-là et d'aller plus loin. Puis il y a également tout l'aspect performance, tu sais, au niveau de l'athlète, prévention, performance, être prêt au bon moment. Tu sais, si on peut, c'est un peu une analogie, tu sais, sur les gens, si on les prenait, c'est
si on prend les gens un peu comme des voitures, tu sais, où on peut faire de la Ouais. prévention, de l'entretien, l'athlète, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est la Formule 1, là, c'est le bout du Ah spectre complet. ouais. Tu sais, une Formule 1, dans une course, il y a 4 personnes qui changent les pneus, une personne qui met l'essence. Il y a du monde qui travaille autour. Les athlètes, il y a du monde qui travaille autour. Puis chacun a son rôle particulier à un moment donné. Puis l'important, c'est que les gens communiquent. Parce qu'il faut que ce soit efficace, il faut que ça fonctionne maintenant. Les échéanciers sont très courts, les carrières sont très courtes. Euh, Surtout, moi, à l'époque, c'était plus avec moins des professionnels, mais plus des athlètes qui étaient olympiques. Les Jeux olympiques, c'est une fois aux 4 ans. On les loupe, c'est 4 ans plus tard. Donc, c'est ça qu'on regarde beaucoup avec les athlètes. Mais ça peut être vraiment tout type de blessure qui peut arriver à ce niveau-là, ou prévention, performance aussi. Si quelqu'un a une limitation de mouvement, ça peut le gêner, par exemple, à ce niveau-là. L'ostéopathie aussi a beaucoup travaille beaucoup dans tout ce qui est commotion cérébrale. Ah Donc, ouais, OK. avec tout ce qui était justement réhabilitation des commotions cérébrales après des traumatismes, que ce soit traumatismes directs comme dans les sports de combat ou justement ou toutes les chutes qui vont arriver, comme au patinage de vitesse, plongeon. Donc, c'est des serrations, donc tout ce qui va avoir attrait au niveau du cou, mais au niveau des nerfs crâniens également. L'ostéopathie va agir à ce niveau-là. C'est souvent dans les professions qui vont être recommandées, même en première approche, pour aider à diminuer les symptômes, avec le traitement, avec les neuropsychologues et psychologues aussi, puis tous les facteurs de prévention, repos, pas d'écran, tout ce qui va avec. Mais ça permet de diminuer beaucoup de symptômes, puis surtout de travailler, de calmer le système nerveux s'il y a une neurosensibilisation, des choses comme ça. Donc, des très bons résultats là-dessus. Fait que vous travaillez beaucoup avec le système nerveux, On va comme tu travailler avec le expliques? système nerveux, on travaille avec l'ensemble des systèmes en ostéopathie. Euh, mais certains, au niveau de la base du crâne, en fait, il y a tous les nerfs crâniens qui vont sortir à ce niveau-là. Puis dans des cas de whiplash ou décération forte dans les commotions, là, il se peut qu'il y ait comme des compressions ou des tensions qui soient reliées là. De relâcher celle-ci va calmer le système puis aider beaucoup au niveau des commotions cérébrales. Ah, ben, c'est intéressant. Puis les autres systèmes un peu que vous travaillez avec? Donc tout ce qui est de base musculo-squelettique, tout ce qui va être au niveau des tendons, articulations, les fascias aussi qui vont être l'enveloppe au niveau du corps humain, où on travaille beaucoup avec ça. Puis l'autre système qui est important pour nous, c'est le système viscéral. Donc, quand on dit viscéral, c'est vraiment tous les organes qui vont être travaillés, je dirais, d'un point de vue mécanique. C'est que s'il y a des torsions ou des compressions, c'est un peu comme un boyau d'arrosage, là. Si le boyau est un peu pris dans une position, ça digère moins bien, c'est moins efficace. Donc, on va regarder pour réouvrir le boyau pour que ça fonctionne bien. Donc, c'est un peu ça l'approche au niveau viscéral, là. Simplifié, Ouais, ouais. imagé, mais J'aime ça les analogies que tu donnes, c'est super bien, c'est super bon. Travaillez-vous aussi beaucoup, j'imagine, avec la gestion de douleur aussi? ouais, tout ce qui est prévention de la douleur, c'est sûr qu'on va avoir des techniques manuelles, naturelles pour essayer de calmer, d'apaiser la douleur, de stimuler aussi certains mécanismes anti-inflammatoires. Des techniques aussi, par exemple, s'il y a eu un traumatisme direct, mais qu'il y a une enflure ou des choses comme ça pour pomper, diminuer un petit peu l'enflure en local. C'est sûr que toujours dans les cas traumatiques directs ou s'il y a un événement direct qui vient d'arriver, la première chose à voir, c'est est-ce que c'est quelqu'un pour moi ou pas, ou est-ce que je dois l'envoyer à l'urgence ou voir le médecin, ou est-ce que j'ai besoin d'imagerie, ça, il faut que je réfère. Donc ça, c'est toujours quelque chose que je vais considérer. Mais quand ça, c'est fait, là, on va regarder comment on peut soulager la douleur si c'est en aigu à ce moment-là. Là, on parle de la douleur. Est-ce que souvent, quand les gens ils viennent vous voir, c'est le pourcentage un peu de gens qui viennent vous voir pour la douleur versus la prévention? Est-ce que souvent, c'est plus pour quand ils ont déjà de la douleur, là, ils décident de venir vous voir ou il y a beaucoup des gens en prévention aussi? Euh, alors là, j'ai un côté très pratico-pratique. Généralement, les professionnels, plus ils avancent dans leur carrière, plus ils voient des gens en douleur chronique ou en prévention. Quand ils sont en OK. début de carrière, ils voient plus des gens en aigu. Pour la simple et bonne raison que plus tu avances en carrière, plus tes horaires sont pleins, plus c'est difficile d'avoir un rendez-vous quand tu as mal. C'est C'est un très bon point. pratico-pratique, mais je dirais que quelle que soit la profession, c'est assez classique. Euh, donc, j'en vois, moi, encore, je me garde des plages des fois pour voir quand même des gens où, tu sais, certains de mes clients depuis des années, ça arrive qu'ils tombent et qu'ils se fassent mal. Donc, j'essaye de les accommoder toujours le mieux que je peux. Donc, en fait, on voit vraiment tout type de douleur là-dedans. C'est sûr que du fait d'avoir une approche qui va être multisystémique, qui va prendre la personne dans son ensemble, on va aussi voir beaucoup de gens qui ont des douleurs chroniques ou un ensemble de symptômes. C'est-à-dire que si on a le temps d'adresser plusieurs choses en même temps et des fois de faire des liens entre deux problématiques que des gens n'ont aucune idée que les deux sont reliés. Ouais.
Vous travaillez beaucoup en complémentarité avec les autres professionnels aussi? Ouais, tout à fait. Ça, on travaille toujours avec, différentes professions. En ostéopathie, bah, tu sais, on a chacun nos limites aussi. C'est ça, des fois, des gens, par exemple, je donne un exemple concret. Moi, quand les gens sont trop en aigu, trop inflammés, bah, je vais les référer en acupuncture, par exemple, parce que ça va permettre de calmer le système, puis moi, ça va me permettre de mieux travailler. Si j'ai besoin, après, d'avoir, quelqu'un qui va mieux, par exemple, bah, je vais travailler souvent référé en kinésiologie ou en physiothérapie pour qu'ils soient reconditionnés, qu'ils reprennent de l'activité, puis qu'ils reprennent l'activité de la bonne manière, puis qu'ils se fassent pas mal. Donc c'est là où il y a une synergie entre les professionnels. En fait, il y a un chevauchement à un moment donné où on continue un peu les traitements en ostéopathie, mais on commence à inclure plus de renforcement, par exemple, avec un kinésiologue. Puis là, on voit, bah, est-ce qu'il y a encore des choses qui accrochent, qui ne marchent pas. Puis tranquillement, bah, moi, le but, c'est toujours de rendre les gens autonomes. En bout de ligne, à long terme, c'est de les rendre le plus autonomes possible. Puis quand ils sont autonomes, de les voir au préventif, ou 3, 6 mois, un an, à ce moment-là, pour faire de la prévention. Mais ça, c'est vraiment le but à la fin. Je pense que justement à ta clinique, tu travailles avec des acupuncteurs et je Ouais. pense d'autres professionnels aussi là, Acupuncteur, dans massothérapeute, naturopathe également. Donc une sophrologue aussi. Donc on a même tout ce qui est gestion du stress, anxiété qu'on peut travailler à la clinique. C'est quand même un des gros problèmes actuellement. ouais, Donc, j'imagine, là, tout le monde est stressé et anxieux aujourd'hui, là. donc Ça, c'est quelque chose que vous allez travailler beaucoup avec? on peut travailler avec d'autres personnes, hein. On peut voir que c'est une des conditions favorisantes à un problème. Pourquoi un problème est récurrent? Bah, des fois, des gens de la gestion du stress, ça peut donner des problèmes. Quelqu'un qui a mal au cou, mais qui passe sa journée comme ça parce qu'il est toujours stressé, bah, on a peut-être des fois lui donner des conseils posturaux, des bonnes habitudes, mais il y a peut-être une gestion du stress à faire. Donc, ça peut être une référence qu'on peut utiliser. Puis ça permet à la personne de calmer, puis d'avoir un meilleur résultat à long terme aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Ah, ben, c'est bien. Ben, j'aime ça, tu sais, là, je comprends un peu mieux le rôle un peu de l'ostéopathie. Hem, Moi, à première vue, quand j'avais, bon, fait un petit peu mes recherches, la première chose qui me venait en tête, c'était beaucoup, ben, les mal de dos, les douleurs lombaires. Ça, est-ce que c'est des cas que vous avez beaucoup dans vos bureaux? Oui, bah, majoritairement, raison de consultation numéro un, c'est vraiment tout ce qui est problème de dos, douleur au niveau du bas de dos, bassin, euh, le cou. Par la suite, ça va être souvent les douleurs d'épaule, genoux, qui vont être à peu près celles qui vont être les raisons de consultation les plus fréquentes. Par la suite, on tombe plus dans des choses qui vont être, par exemple, les maux de tête, migraines, des fois des gens qui viennent pour des problèmes de digestion aussi. Mais majoritairement, la raison de constatation, c'est les problèmes musculo-squelettiques. Fait que les gens ont beaucoup de problèmes de dos, Ouais, aujourd'hui. beaucoup, beaucoup. As-tu une idée un peu qu'est-ce qui explique cette raison-là? La sédentarité, je dirais, je pense, la cause numéro 1 actuellement. Tu sais, on entend même de plus en plus que c'est le tabac du 21e siècle. Sédentarité, je pense que c'est pas exagéré d'expérience. Les gens passent de plus en plus de temps assis. Euh, le télétravail a augmenté ça aussi. C'est-à-dire que les gens avant se C'est vrai, ouais. déplacer pour aller au travail, minimalement marcher. Mais là, il y a des gens Mmh. qui vont de la chambre au bureau. Puis des fois, le bureau est dans la chambre. Donc, ils ne sortent même plus de la chambre. Donc, c'est d'aller à la cuisine. Donc, le nombre de pas est très limité. On est de plus en plus assis, de plus en plus devant les écrans. Donc, c'est là où c'est important de travailler avec d'autres professionnels de santé ou également de donner des conseils aux gens, de rebouger et d'être actif. On peut travailler beaucoup de choses, mais si la personne s'assoit mal tout le reste de la journée, on ne peut pas lutter contre un 8 à 10 heures par jour d'ordinateur mal positionné. Ça va toujours se répéter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Après, il est sûr qu'il y a des événements du quotidien et de l'extérieur qui peuvent expliquer aussi des maux de dos, mais c'est souvent, je dirais, un des grands facteurs favorisants, c'est la sédentarité. Ça, je vais approfondir peut-être un petit peu le côté de la posture parce que je pense que c'est quand même assez central. Oui. Hem, bon, d'être assis un petit peu trop longtemps, ça peut causer des problèmes de dos. Heu, En fait, est-ce que tu as des conseils peut-être que tu pourrais donner aux gens justement qui sont peut-être assis souvent devant leur bureau en train de travailler? Ben, en fait, je pense que sur la posture, pendant des années, on a toujours entendu, la fameuse bonne posture, là, Ouais, la posture relève-toi, parfaite. Euh, Ça, maintenant, la recherche a prouvé que ça n'existait pas. Il n'y a pas de bonne posture. Ah ouais, OK. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'en fait, on est un ensemble de postures. On est, qu'on soit assis, debout, on est tout un ensemble de postures sur la journée. Et l'important, c'est de bouger. Puis l'idée de prendre une posture, de faire vraiment un poste ultra fixe où on bouge plus, puis on est ultra sédentaire. C'est comme parfait la photo.
Bah, la vie, c'est pas une photo. Une photo, c'est un instantané, c'est un moment présent. Puis souvent, les gens, bah, tu sais, au fur et à mesure, la gravité, ils s'écrasent ou fait des choses comme ça. Non. Le conseil, c'est de bouger régulièrement. C'est pas grave de s'asseoir en bout de chaise si c'est un 15-20 minutes pour avoir le dos un petit peu. Parce que ça peut même aider à créer une certaine décompression à 15-20 minutes. De se tenir droit, c'est une bonne chose aussi. De travailler debout, c'est une bonne chose aussi. Donc de varier, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus apparaître des postes de travail, des standing desks, des choses comme ça. Donc on varie beaucoup la posture sur la journée pour justement changer les influx nerveux, les récepteurs, quels muscles travaillent versus un autre. Donc de varier ces postures-là, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Même les gens qui n'ont pas de standing desk, s'ils ont des appels à faire au téléphone, bah, levez-vous pendant vos appels au téléphone, faites-les debout. Il y a des petits trucs qu'on peut inclure. Il y a des gens, on leur met des minuteries aussi, Ben oui, c'est pour vrai. se rappeler de bouger. Donc ces habitudes-là sont vraiment bonnes. Il y a des gens qui vont faire des exercices aussi. S'ils veulent prendre le temps, on peut faire un 5 minutes d'exercice. On peut aller marcher sur l'heure du midi. Essayer de maximiser ça. C'est moi souvent ce que je dis aux gens, des fois, avec le télétravail, les gens sont contents s'ils ils ont plus de temps parce qu'ils n'ont pas de transport. Mais ce temps-là, il est fait pour faire des activités, pas pour rester, pour travailler plus et rester plus assis. Donc, Mhm. C'est un bon point, c'est donc, vrai. c'est plus ça qu'on veut vraiment. Moi, je veux vraiment travailler avec les gens. Cet aspect de bouger, là, parce que la vie, c'est un peu le mouvement. Mais je suis surpris d'entendre qu'il n'y a pas de bonne et mauvaise Ouais, posture. c'est un mythe qu'on traîne depuis des années. On fait toujours quand même en clinique on regarde toujours un peu la posture de comment ils se tiennent parce qu'il y a des postures qui sont plus énergivores que d'autres. Il y a des postures qui demandent plus. Comme lesquels, disons, quand tu Ouais, es comme je disais, accroupi. quelqu'un qui se levait, si je vois quelqu'un qui se tient toujours l'épaule comme ça debout, je peux suspecter qu'il y ait quelque chose qui tient comme ça. Donc il y a quand même une certaine équilibre, harmonie à avoir. Puis l'idée de la posture, c'est est-ce que la personne est capable de revenir. Si je reviens sur mon exemple de l'épaule qui tient comme ça, est-ce qu'elle est capable de la descendre ou elle n'est pas capable. Si elle n'est pas capable de la descendre, c'est la même chose debout, assis et couché, je peux suspecter qu'il y a quelque chose qui dérange là. Donc c'est là où on ne parle pas de bonne posture, mais il y a quelque chose au niveau de la posture qui est énergivore, qui demande de l'adaptation au niveau du corps et qui peut être responsable de douleurs, inconfort ou de problèmes. Mais c'est intéressant parce que moi, j'avais tout le temps l'image de, tu sais, quand on est jeune, on se fait tout le temps dire ah, redresse-toi, tu vas avoir le dos courbé ou Ouais, ben, fais attention à ta posture. Là. si on regarde les ados, ou même les adultes maintenant, mais qui passent leur temps sur le téléphone de même, ils sont tout le temps comme ça, donc c'est pas bon. C'est ça qui est pas bon. Après, est-ce qu'on peut leur mettre des fois un coussin pour qu'ils lèvent un petit peu le téléphone, pour le tenir un peu plus haut, ça peut aider. Mhm. Fait que c'est le fait d'être longtemps dans une telle position, c'est Exactement. ça le danger. Ben, C'est le ce qui- danger, c'est ça c'est qui est problématique. c'est ça qui va créer plus de problèmes que vraiment la bonne posture. Puis là, c'est après, par contre, s'il y a des postures qui ont été maintenues pendant très longtemps, bah, certains muscles vont être toujours en tension, donc devenir plus faibles, d'autres vont devenir plus forts. Donc ça, bah, on peut travailler justement avec un kinésiologue ou un physiothérapeute ou un thérapeute du sport, avoir certains exercices pour les renforcer, pour avoir une correction, on va dire, j'aime pas le terme correction posturale, mais une meilleure efficacité posturale. Je pense que ce serait vraiment le meilleur terme. Mhm. Un autre truc que je pensais, des fois, les gens vont s'asseoir sur un, tu sais, un gros ballon, Ouais, les ballons d'exercice. Ça aussi, ça peut être un ça bon. c'est très très bien. Bon exercice. Il y a des fois, moi je conseille aussi les disques de Pilates, les disques d'instabilité, qui sont les petits coussins un petit peu gonflables, qui prennent moins de place. Donc ça, des fois, les gens ils peuvent s'asseoir dessus, puis ils peuvent l'enlever, puis le mettre sous leurs pieds aussi pour avoir de l'instabilité au niveau des pieds. Donc on peut jouer un petit peu avec les hauteurs. Ça peut être une manière de l'utiliser aussi. C'est sûr que le ballon d'exercice toute la journée, c'est assez physique, là. Ça peut être, mais tu sais, travailler 20-30 minutes sur le ballon, ça peut être très très bon. Là. Ça change le mal de place, on pourrait dire. Il y en a qui ont même des tout petits tapis roulants. Je sais pas si tu as déjà vu Oui, ça. Puis là, les gens marchent pendant qu'ils sont debout sur leur bureau. Là. ouais, C'est quand même. il y a les tapis, il y a les vélos aussi maintenant, les petits vélos sous Ah le oui, pied, c'est les vrai. petits Ouais, ouais. pédaliers. Ouais. Ouais. Il y a des options maintenant. C'est sûr, il y a l'espace qu'on a aussi, là, qui peut être restreint, mais je pense que c'est important de trouver ce qui nous convient, puis de trouver un petit peu sa recette. Il y a une part d'essai-erreur. C'est pour ça que des fois aussi, on va donner des exercices qui sont très simples pour essayer les gens les intègrent dans le quotidien. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on change aussi au niveau postural. Les gens qui vont travailler toute la journée sur un laptop, c'est pas fait pour travailler toute la journée. L'écran est un petit peu plus étroit, c'est plus bas, on est penché. Le trackpad fait que ça ramène tout au milieu. Donc, d'avoir des gens qui ont des problèmes d'épaule,
d'avoir une souris déjà à l'extérieur, Ah, j'aurais jamais pensé à c'est ça, une c'est vrai. physiologie plus naturelle au niveau de l'épaule que d'avoir l'épaule toujours un peu tournée vers l'intérieur. Donc c'est des choses qu'on. C'est pour ça que quelqu'un qui peut consulter pour un problème d'épaule, si on voit une récurrence, ou c'est pour on pose ces questions-là, nous, aux gens, parce que oui, il y a le traitement manuel en ostéopathie, mais moi, il faut que je prenne ça en considération. Donc, des fois, les gens, on leur pose la question, pourquoi ils me posent cette question-là? La logique, elle est en arrière de c'est quoi le quotidien, c'est quoi le terrain qui a amené à cette condition-là ou qui entretient cette condition-là. Ça a l'air d'être une question super banale, mais au final, d'avoir l'épaule d'une telle façon ou d'une autre, c'est ça qui va changer peut-être. En fait, c'était ça aussi ma question. Les petits changements comme ça, tu parlais de la souris, là, par exemple. Oui. Ça, est-ce que ça peut avoir vraiment un impact autant, tu sais, sur ma colonne? Puis là, après ça, ça peut jouer avec mes jambes parce que là, ma colonne a pris un certain pli. Est-ce que. Ça peut jouer, en fait, c'est un peu une blague, mais si je tire fort sur ton oreille, au bout d'un moment, tu vas avoir mal au pied. Mais ça va prendre un certain temps, Ouais. mais oui, ça peut avoir un impact. Puis c'est un exemple, par exemple, si on revient sur les questions, c'est au niveau du sport, un peu de faire des liens que nous on va faire en ostéopathie. Je pense, j'entendais, par exemple, tu as joué au volley à une époque. Ouais, Ouais, ouais. beaucoup. Tu sais, tu pourrais me consulter pour une douleur à l'épaule, à ton épaule droite, parce que quand tu fais tes match, service, t'as mal, t'as mal. Quand tu fais ton service, t'as mal. On peut évaluer l'épaule, on va certainement trouver des choses, des déficits, quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais par exemple, il y a certains muscles de l'épaule, comme le grand dorsal, qui vont s'attacher sur le bassin. Donc peut-être que tu as une rotation dans le bassin qui fait que quand tu t'élances pour faire ton service, ton bassin tire sur ton grand dorsal, qui fait que ça change ton axe de l'épaule. Puis là, tu t'es créé une irritation à l'épaule qui est douloureuse. Donc on peut traiter l'épaule. Mais si on va adresser là, on va regarder le bassin. Et puis là, on va travailler le bassin. Puis là, ah, c'est bizarre, l'épaule se met à aller mieux, puis il y a moins de douleur. Mais il se peut qu'il n'y ait aucune douleur au bas du dos. Puis si on fait, la première fois qu'on se voit, par exemple, quand on fait ton anamnèse, je vais te poser la question si tu as eu des blessures. Puis là, tu me dis que tu n'as rien eu de majeur, chose comme ça. Puis à moi, je vais dire, ah, est-ce que tu as eu quelque chose à la cheville gauche, par exemple? Tu vois, oh, mais ça, c'est vieux. Ça fait 10 ans. Ça va 10 ans, mais tu as peut-être eu une vieille entorse à la cheville gauche qui fait que tu mets plus de poids à droite, qui déplace ton bassin, puis qui va jouer sur ton épaule. Ah, c'est Donc fou, hein? c'est vraiment ces jeux-là c'est une manière de jouer un peu avec le corps, de voir qu'est-ce qui cause le problème, puis pourquoi ça revient. Tous les corps ont une capacité d'adaptation, on se réadapte tout le temps, sinon on ne fonctionnerait pas. Mais il y a un moment donné où on n'est plus capable de s'adapter. On a trop mis sur notre marge de crédit, là, puis là, il y a un problème qui sort. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est ça qu'on va regarder. Donc c'est pour ça que des fois, des questions qu'on va donner qui sont vraiment ah, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi tu me parles de ma cheville? Oui, ta cheville peut changer ta mise en charge. Donc oui, ça peut te causer un problème, en fait, une adaptation au niveau du bas du dos. Puis ça peut se répercuter beaucoup plus haut par la suite, surtout à long terme. Ça ne va pas être instantané, ça se mettre sur plusieurs années. Mais le corps va toujours trouver une manière de s'adapter, de fonctionner. Mhm. Ah, c'est fou quand même, hein, comment des petites choses peuvent avoir un impact, même plusieurs années après ta blessure ou tu sais, peu importe, là. Exactement. C'est impressionnant. Ben, c'est pour ça que j'aime ça, cette approche-là, parce que justement, vous regardez le corps dans l'ensemble. Je pense que c'est une super bonne approche, là. Je veux revenir au sport parce qu'on parle encore de la posture puis le mouvement. Est-ce que vous regardez aussi je sais pas si personnellement, toi, tu l'as déjà fait, mais travailler avec des coureurs, tu sais, Oui, regarder il y a une technique là, quand même de course à ouais. avoir, il y a une façon de courir. Moi, j'ai fait, oui, ça, j'ai beaucoup travaillé une époque coureur, triathlète. Là. J'ai fait de ma formation d'analyse de course. J'en fais plus. En fait, j'en ai vraiment jamais fait, à part en formation. J'en ai fait un tout petit peu, mais c'est quelque chose. Je pose plus des questions là-dessus. Il y a des tests que je peux faire en bureau plus statiques et dynamiques qui me permettent un petit peu de voir l'usure des chaussures aussi. Euh, c'est sûr que la course, c'est un sport qui est très particulier là-dessus parce que c'est très dur de changer la manière de courir d'une personne. On Ah peut faire ouais, des OK. éducatifs, mais la course, c'est vraiment très naturel parce qu'on on, on peut pas imiter les coureurs professionnels. Tu sais, on peut imiter les golfeurs, on peut imiter les joueurs de tennis professionnels, les coureurs professionnels, c'est surtout de longue distance, c'est très très dur à imiter. Donc il y a une foulée qui est un peu naturelle pour chacun, parce que c'est quelque chose qu'on développe dans la petite enfance. Mais c'est quelque chose quand même qu'on va regarder, surtout si la personne a des mauvaises habitudes, qui sont surtout au niveau de la fréquence. Donc, les pas ils sont trop longs, en fait. Donc, la fréquence de course est trop basse. Donc, ils mettent trop d'impact, trop d'attaque du talon. Ça, c'est des choses qu'on va essayer de corriger en augmentant la fréquence de course et avoir une cadence plus élevée, aux alentours de 170, 190 pas par minute, donc des plus petits pas pour avoir une meilleure dynamique. Ça, je travaille beaucoup, moi, avec des physiothérapeutes ou des kinésiologues spécialisés là-dedans, où je vais référer à ce moment-là pour avoir, si les gens veulent avoir une analyse sur tapis, sinon je donne un conseil de base.
Euh, c'est sûr que bah, là, il commence à faire beau. Tout le monde se met à courir. Il y en a partout. Euh, la course, souvent, le gros problème, c'est trop vite, trop fort, trop rapidement. Et ça, c'est souvent ça que les gens vont avoir mal, c'est qu'ils dépassent leur capacité d'adaptation du corps. Chaque corps a une capacité d'adaptation. Puis la course, il y a le cardio, il y a le musculaire, mais il y a la capacité du corps de gérer des impacts. Puis ça peut être très inflammatoire aussi. Donc ça, les gens, ben, pour ça que ça peut taper assez rapidement. Puis on voit beaucoup de gens courir qui sont rouges, écarlates en transpiration. Ils viennent de reprendre, c'est trop rapide, là. Quand vous reprenez la course, ça prend une structure. J'ai ma plus grosse intervention, moi, avec les coureurs, quand c'est des gens qui reprennent la course ou qui veulent se mettre à courir, c'est de les mettre sur un programme. Ça marche. S'ils suivent, ça va marcher. OK. Le problème, c'est que les gens veulent performer, veulent aller vite. Euh, c'est pas important de performer. Ce qui est important, c'est prendre du plaisir, puis de prendre du plaisir longtemps. Donc, c'est ça. Donc ça, c'est au niveau de la santé. Puis déjà faire courir des gens qui ne pensaient pas être capables de recourir. Oui, il y a des petites choses mécaniques qu'on adresse en ostéopathie, il y a de la prévention, comme s'il y a eu des blessures ou des choses comme ça. Mais après, il faut réactiver le corps, puis réhabituer le corps musculairement, puis à gérer cet impact-là. Puis au niveau cardio, ça va bien se passer après. Donc c'est surtout la plus grosse intervention que je fais. C'est Au vraiment, niveau des coureurs, là. ouais, au niveau des coureurs, c'est vraiment de donner une structure d'entraînement, ce que peu de gens ont en fait. Puis est-ce que tu as peut-être les grandes lignes un peu, quelqu'un qui décide de se mettre à la course à pied? Parce que là, l'été est arrivé, on va avoir des nouveaux coureurs, j'imagine. Oui, Un peu les grandes lignes pour justement peut-être éviter les blessures, éviter de euh, consulter, là. de consulter un professionnel, c'est souvent la meilleure chose à faire. Il y a des clubs de course aussi, kinésiologues, des clubs de course. Il y a honnêtement des applications qui sont vraiment très bien faites aussi pour la reprise de la course. Coach to 5K, qui est une application, quand même des applications qui vont vraiment aider là-dedans. L'alternance course-marche, les intervalles, c'est Ah, souvent j'imagine, ouais. c'est la clé pour la reprise en règle générale. Parce que c'est ça, ça permet au corps de quantifier le stress mécanique, de gérer l'impact, de le diminuer, puis tranquillement de bâtir là-dessus. C'est une des meilleures choses à faire. Donc, puis il y a plusieurs professionnels, regroupements. On est très bien servi au Québec. Il y a la Clinique du Coureur qui est un regroupement québécois qui est très connu dans le monde. C'est une mine d'informations pour les coureurs de récréatifs à professionnels. Il y a la Maison de la course aussi, qui a des excellents podcasts aussi sur la reprise de la course à pied, qui sont très très bons avec des programmes en ligne qu'on peut avoir dans les oreilles, les applications. Il y a beaucoup de choses. L'idée, c'est qu'il faut que ce soit progressif. Euh, Puis souvent, la reprise de la course, quand on parle d'intensité ressentie, on doit être dans le 4 sur 10. Là. On doit pas être dans le... Si c'est dans le 9, là, C'est ça. ça va casser quelque part. Ouais. Mais beaucoup de gens sont dans le 9 en partant. Parfait. Fait que c'est de recommencer vraiment progressivement, puis là, tu as donné Ouais. des bons conseils. L'intervalle marche-course, je pense que c'est une belle façon quand même assez simple à adopter, là. Oui, c'est la clé. Puis c'est pour ça que c'est souvent plus facile aux gens de reprendre au printemps, été que de reprendre l'hiver, parce que ça peut être très demandant l'hiver, tu sais, en extérieur. La marche-course, c'est un peu spécial, là, où on a vite froid. Ou alors, il faut le faire sur tapis. Mais ça reste que la course en extérieur est quand même meilleure. Puis il y aurait un facteur de prévention à changer les surfaces, parce que ça crée plus d'adaptation dans le corps que de courir en ligne droite sur un tapis. Donc c'est une bonne période pour reprendre, mais c'est vraiment d'y aller de progressif, de s'écouter, puis de pas d'y aller trop vite. Euh, Puis la plupart du temps, quand on court, les gens devraient être capables d'avoir une conversation comme on a nous actuellement. Ça, ça serait théoriquement la ligne, ou de chantonner à voix basse. Là. Ça, c'est un exercice qu'on peut donner aussi. Est-ce que les gens sont capables de chantonner en courant? S'ils ne sont pas capables, c'est qu'ils sont trop rapides, à moins qu'ils soient dans un entraînement spécifique puis qu'ils font de l'intervalle de vitesse, mais ça, c'est dans une autre étape après. C'est tous des super bons trucs. Sinon, les autres, ben, en fait, les autres cas où que les gens viennent vous consulter, les ostéopathes, c'est quoi les grands? Les il y a plusieurs, comme j'ai dit, au niveau des douleurs, tu musculo-squelettiques, il va y avoir tout ce qui va être, des fois en prévention aussi également, tu sais. Moi, j'ai beaucoup d'aspects préventifs, que ce soit par exemple, si on reprend un exemple du sport, qui recommence la course recommence, donc des gens en prévention, qu'ils augmentent leur volume.
Là, j'ai pas mal les golfeurs aussi en ce moment qui arrivent là. Ah, j'imagine, ah Oui, ouais. donc tous les sports en rotation. Le golf, c'est une question de mobilité plus qu'une question de force. Donc s'il y a une rotation qui est moins efficace d'un côté, ben, il y a une perte soit de distance ou de précision. Donc les gens vont venir en prévention. Ça peut être un des exemples qu'on voit. Euh, Sinon, il va y avoir beaucoup de gens actuellement, tu sais, enfin, même pas à l'année, sur des problèmes plus généraux qui vont être par exemple des maux de tête. Ça, c'est des choses qu'on va voir. Donc, s'il y a des causes, il peut y avoir des causes musculo-squelettiques au niveau des maux de tête, des choses qu'on peut adresser. Tout ce qui va être des fois les problèmes de digestion aussi. Ben, c'est ça, j'avais vu, je pense qu'un ostéopathe peut aider avec les troubles Oui, digestifs. exactement. J'avais même vu le sommeil aussi. Le sommeil, ça peut aider également. C'est sûr là, on rentre vraiment dans du multifactoriel. Là. Si on va sur les problèmes digestifs, des fois, il y a des blocages mécaniques au niveau du corps, des limitations mécaniques qui vont avoir influencé soit au niveau nerveux ou vasculaire certains organes. Et donc là, il peut y avoir une moins bonne efficacité au niveau de ces organes-là. Donc, on va les travailler pour voir comment les choses fonctionnent. Des fois, ça peut être aussi très mécanique au niveau de l'organe. Comme je dis, le boyau d'arrosage qui est un petit peu coudé. Des gens qui vont aussi avoir des maladies digestives et qui ont eu des opérations, parce que les opérations vont faire des fibroses au niveau des fascias. Et c'est une des plus classiques, ça va être l'appendicite, par exemple, qui va créer une certaine fibrose, une certaine tension. Cette tension-là, au niveau des organes, peut créer certaines limitations au niveau de la digestion. Donc, on peut les travailler pour aider. C'est sûr que là, après, c'est vraiment, on doit adresser avec un nutritionniste, diététiste ou des fois un naturopathe également, voir ben, qu'est-ce que la personne fait. Là, on va faire aussi de la détection, de poser la question à la personne qu'est-ce qu'elle mange, c'est quoi, quel type d'alimentation qu'elle fait. Là, c'est peut-être d'évaluer est-ce que ça convient, est-ce que ça convient pas, est-ce que ça a déjà été adressé. Euh, Là, souvent, on va avoir tendance à référer pour aider. Des fois, on peut donner quelques petits conseils d'ajustement pour voir un petit peu comment ça réagit, puis se donner peut-être des meilleures pistes sur les suivis, parce que des fois, on n'a pas tout en une fois, là, mais c'est de voir ok, si on essaye de couper ça, qu'est-ce que ça donne, si on ajoute des fois, sur les problèmes de digestion, l'hydratation, c'est un gros morceau. Des fois, essayer d'augmenter un petit peu l'eau pour voir ce que ça donne. Puis des fois, ça règle bien les problèmes assez simplement. Donc, des fois, le plus simple est des fois la meilleure solution. Ouais, c'est ça, exact. Puis le sommeil aussi, de quelle façon est-ce que vous pouvez Le aider? sommeil, on va le travailler beaucoup au niveau tout ce qui va être donc, crânio-sacré, au niveau de la dure-mère, ménage, donc au niveau crânien, en fait. La dure-mère, c'est vraiment l'enveloppe au niveau du système nerveux, ou qui est un lieu de passage au niveau des nerfs crâniens, avec la boîte crânienne. On va surtout travailler ça, à apaiser ce système-là, travailler sur le parasympathique, qui est le système qui calme, et diminuer le sympathique, qui est le système qui énerve. Donc, c'est à ce niveau-là, même qui peut calmer au niveau hormonal. Donc, les gens qui sont très stressés, que le sympathique est toujours haut, quand il arrive, on va essayer avec des techniques manuelles d'apaiser ce système-là pour vraiment avoir un meilleur sommeil plus profond, plus récupérateur. Puis là encore, ça va avec des conseils, des habitudes. On va couper les écrans 1 heure avant. On va essayer. Des fois, il y a des petites choses qu'il faut ajouter pour que ça va bien. Des heures de coucher fixes également. Donc des petites habitudes à prendre qui permettent de mieux dormir. Fait que c'est, encore une fois, je me répète, mais c'est une approche très globale. Vous pouvez aider dans quand même plusieurs aspects, là. Oui, bah ça, on va vraiment aider différents aspects, puis comme je disais aussi à différents moments de la vie où on va voir vraiment, par exemple, les nouveau-nés avec les formes, les têtes plates, les régurgitations, les torticolis. Donc, on est vraiment là tu sais, du début à la fin. Ben, c'est intéressant. Est-ce j'imagine qu'il y a des mythes un peu sur cette profession-là? Quelques-uns. Euh, J'en ai quand même vu quelques-uns là, en faisant mes recherches. Un que j'avais vu que les gens pensent beaucoup, ostéopathie, ils pensent à craquement, ils Ouais. pensent à craquement de dos ou peu importe, là. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? En fait, au niveau des manipulations vertébrales et périphériques, ce sont des actes réservés à des professions de santé. Actuellement, l'ostéopathie est en cours d'encadrement, mais n'est pas encadrée dans la vie juridique. Donc, c'est quelque chose normalement, on ne fait pas en ostéopathie à l'heure actuelle. C'est un acte qu'on demande de pouvoir faire une fois un encadrement à des gens qui auront l'entraînement suffisant pour le faire, parce que ça fait partie de l'ostéopathie dans des pays où l'ostéopathie est encadrée. Cependant, au Québec, actuellement, et au Canada, avec la situation de l'ostéopathie, c'est un acte qui est réservé à des professions de santé encadrées, comme physiothérapie, chiropratie, médecine. C'est quoi les autres mythes fréquents que tu entends? Les autres mythes, c'est beaucoup au niveau que ça fait mal, les traitements. Ça, les traitements ne font pas peuvent créer des inconforts, pas de douleur. S'il y a quelque chose qui vous fait mal, c'est important de le dire aux gens. C'est pas d'endurer là,
le no pain, no gain, là, c'est plus Non, non, vrai. c'est ça. Ça aussi, c'est dans les vieux mythes comme la posture. Là. C'est pas parce que ça fait mal que ça marche mieux. Là. C'est pas vrai. Donc, c'est de le dire. Ce que ça fait mal, c'est un des mythes qui est assez classique. Euh, un des mythes aussi, souvent, qu'on voit, c'est que il n'y a pas de fondement scientifique. Je pense que c'est quelque chose qui a été lu, tu sais, qui est des fois décrié, que c'est une approche un peu ésotérique. Le- L'ostéopathie se base déjà sur des sciences de la santé qui sont tu sais, la physiologie, l'anatomie, également la pathologie. Donc ça se base sur des sciences de la santé. Et il y a de la recherche aussi en ostéopathie qui se fait, qui montre qu'il y a vraiment une bonne efficacité sur certains problèmes. Il y a des études qui sortent dans plusieurs pays. On avait du retard, il faut être transparent là-dedans, on a pris beaucoup de retard. Là, on est en train de travailler de plus en plus. Même au Québec, on est un pôle très, très actif en recherche actuellement, que ce soit à l'UDS, à l'UQAM, à l'UDM également. Donc, on a de plus en plus de gens en recherche qui font de la recherche sur l'ostéopathie, que ce soit sur la manière que ça fonctionne, mais également sur les effets qu'on peut avoir sur la population. Donc, ça, c'est basé sur des sciences. Puis, on est en train de développer aussi une littérature qui montre notre efficacité scientifique, puis qui est une meilleure explication de comment les choses fonctionnent. Ils disent quoi en ce moment un peu les études? Dans les études qui ont été très publiées dernièrement, au niveau de justement de la perception de la douleur, c'est quand même une bonne efficacité. Une étude qui est très bien sortie, qui est sortie aussi sur les formes de tête en Italie dernièrement, sur les nouveau-nés, donc les têtes plates, vraiment une très belle efficacité de l'ostéopathie. C'est surtout ces 2 études-là qui sont sorties dernièrement. Il y a d'autres études sur l'efficacité, c'est là où on se rend compte. Les études sur l'efficacité montrent aussi que c'est beaucoup dans le phénomène de l'approche globale qui aide le plus. Puis ça, dans toutes les thérapies manuelles, c'est un petit peu ce qu'on voit parce que c'est très individualisé. Donc l'approche intégrative ou le modèle biopsychosocial. Puis quand on parle par exemple de douleur au dos qui est souvent étudié, ça a été montré, puis elle est souvent cité par les détracteurs de l'ostéopathie que mais l'intervention d'ostéopathie est faiblement efficace. Mais elle est faiblement efficace comme toutes les autres interventions. C'est l'Advil aussi, c'est faiblement efficace. C'est l'ensemble des interventions qui va donner une efficacité. Donc, et là, c'est vraiment le contingent de soins, ce que va faire l'ostéopathe. Oui, il y a l'intervention ostéopathie, donc le traitement de l'ostéopathe, mais la prise en charge, le fait d'être pris en charge, déjà, ça aide. Les conseils qu'on va donner, que ce soit des conseils posturaux, des conseils de comment se coucher, de dédramatiser la situation aussi, ça aide beaucoup. C'est des facteur de guérison numéro un, là, l'optimisme, de dire aux gens que ça va s'arranger. Euh, les exercices qui vont être donnés, est-ce qu'on va la référence à un autre professionnel aussi, toutes ces choses-là, la prise en charge va aider. Donc l'intervention ne règle pas tout, l'intervention fait partie de la solution. Ça, c'est vraiment important. Surtout que beaucoup de problèmes de dos, c'est quasiment les 2 tiers. Je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est les 2 tiers des gens vont avoir une récurrence dans l'année. Ah ouais, OK. Ouais, donc Wow. c'est à peu près de mémoire, là, c'est aux alentours de 70%, je crois. Donc là, on dit, ben, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça revienne? Tu sais, est-ce qu'on va être soulagé temporairement ou est-ce qu'on va être soulagé à long terme? Puis il n'est pas dit que le deuxième épisode, il va peut-être être pire. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir justement, c'est de donner les exercices, euh, comment les faire au bon moment. Des fois, on donne un programme d'exercice, les gens, est-ce que je vais devoir le faire tout le temps? Non, mais si ça commence à retirer un petit peu, ce serait peut-être une bonne idée de le reprendre avant de se rendre à être plus capable de se lever et sortir du lit. Non, c'est ça, exact. Ah, OK. Tu parlais un petit peu plus tôt de l'ostéopathie au Canada. Moi, je suis curieux de savoir, à travers le monde, au Québec, est-ce qu'on a un peu de retard peut-être sur d'autres pays? Tu sais, tu disais qu'il y avait des pays, je pense qu'il y avait des soins ou des pratiques qu'eux pouvaient faire que nous, on ne pouvait pas faire. Fait que, En fait, au Québec, au Québec, on est très en avance en ostéopathie. On est quand on même est en très, avance, ouais, ah on ouais, est OK. quand même, en fait, on est très avant-gardiste ostéopathie. Quand on regarde au Canada, l'ostéopathie est arrivée au Québec il y a environ 40 ans. Revenu s'installer au Québec il y a une quarantaine d'années. Euh, Au Québec, on compte à peu près, les derniers décomptes, environ 3000 ostéopathes. Puis dans l'ensemble du Canada, si on prend le Canada au complet, il y en a à peu près entre 4000 et 4500. Donc c'est Ah ouais, la OK, quand même. majorité des ostéopathes au Québec au Canada, pardon, sont au Québec. On est un pôle de recherche quand même qui est très connu niveau mondial, justement, avec tout ce qui est fait dans les universités. Malheureusement, la profession, par contre, n'est toujours pas régulée.
Donc il y a certains pays où elle va être régulée, par exemple en Angleterre depuis les années 70, en France depuis le début des années 2000. Il y a de plus en plus de pays qui ont de la régulation. Quasiment l'ensemble des pays scandinaves est régulé depuis l'année passée. La Belgique avance bien. La Suisse, ça fait 5 ans en Suisse qu'ils ont aussi un encadrement professionnel. Euh, Nouvelle-Zélande, Australie sont régulés. Donc ça avance de plus en plus dans de nombreux pays. Sauf ici. Sauf ici. Sauf ici. Donc, chaque pays a ses lois et ses particularités au niveau réglementaire professionnel. Donc, c'est là où. Puis, comment le spectre des professions de santé s'est développé aussi. Donc, ça peut avoir une certaine influence. Ça reste qu'on a une ostéopathie qui est de qualité et reconnue au Québec, parce qu'on voit que beaucoup de nos ostéopathes sont dans des conférences internationales reconnues et sont très en demande. Donc, la qualité des soins est présente au Québec, mais l'encadrement ne l'est pas, qui crée malheureusement une limitation de la pratique qui pourrait vraiment être bénéfique pour la population une fois ce sera réglé. Est-ce que tu as une hypothèse ou une explication du pourquoi? Euh, Clairement, on est très qualifié de ce que tu dis, mais on a moins d'encadrement. Actuellement, le problème de l'ostéopathie au Québec, c'est qu'il n'y a pas de programme universitaire qualifiant accès direct. Les formations sont dans des écoles privées. Il y a des formations de qualité. On forme un ostéopathe pour qu'il soit dûment formé, c'est à peu près entre 5 à 6 ans, dépendamment des cursus. Malheureusement, le titre n'étant pas réservé, demain, tu pourrais devenir ostéopathe. Il n'y a personne qui pourrait t'empêcher de le faire. Ce serait peut-être compliqué pour émettre des reçus d'assurance ou des choses comme ça, mais en étant créatif, malheureusement, ça pourrait se faire. Donc ça, c'est un enjeu actuellement pour la protection du public. Il y a des universités actuellement qui travaillent à la création de programmes universitaires. On est vraiment dans les dernières étapes d'un encadrement professionnel parce qu'on voit que c'est une profession qui est bien installée. En 2023, il y a un sondage léger qui a été fait au Québec qui montre que quasiment 30% de la population au Québec a déjà consulté un ostéopathe. Donc c'est vraiment Ah oui, quelque quand chose. même. Ouais. C'est plus de 2 millions de traitements par année qui sont faits au Québec. Donc c'est pas une profession qui est marginale du tout. C'est bien intégré même dans la population au niveau de la santé. C'est encore une profession qui est méconnue, euh, qui a place à grandir. Mais on voit que les gens qui viennent et qui sont suivre en ostéopathie ont tendance à revenir et on les effets désirés. Donc c'est une profession qui est bien installée. Donc on souhaite juste, je pense que beaucoup d'ostéopathes, puis moi j'ai travaillé à l'époque aussi avec l'association là-dessus, puis je sais qu'ils travaillent encore excessivement fort là-dessus pour qu'elle soit enfin encadrée, puis qu'on puisse vraiment encore plus se développer, puis encore plus rayonner, parce qu'on a vraiment des gens qui font des miracles sans être encadrés, parce qu'on est très très reconnu au Québec. Mhm. Ah, ben, c'est une bonne nouvelle, c'est positif. Mm. On va espérer que ça soit encadré dans les On prochaines années. l'espère, On l'espère. dans la prochaine année. Oui, c'est ça, on touche du bois. Euh, J'aimerais un peu terminer avec des trucs et des conseils pour les gens. Tantôt, on a parlé beaucoup sur la posture. Mais en fait, même avant ça, euh, juste d'expliquer aux gens, c'est quand qu'on devrait aller consulter un ostéopathe. C'est ça ma question. Fait que c'est quand qu'on devrait aller consulter. On peut consulter n'importe quand. On n'est pas obligé d'avoir des douleurs pour consulter, bien que souvent la porte d'entrée des gens en ostéopathie, c'est parce qu'ils ont mal. C'est rare les gens qui viennent en prévention dans un premier temps. Il y en a des fois, mais la première raison, c'est d'avoir des douleurs. Il y a des gens qui vont avoir des... On peut consulter donc à n'importe quel moment. S'il y a quelque chose, une douleur, quelque chose qui vous inquiète, les ostéopathes sont formés normalement pour vous référer si c'est pas pour eux. Donc ça, on va vraiment éliminer drapeau rouge, drapeau jaune, éliminer l'urgence, puis de référer au professionnel adéquat à ce moment-là. Donc ça, il n'y a pas de moment pour consulter. Après, comme dit, on peut consulter les bébés naissants peuvent venir être vus en ostéopathie, les femmes enceintes peuvent être vues en ostéopathie. On a une approche qui est vraiment très reconnue pour le traitement de la femme enceinte, justement, parce qu'elle est quand même très douce, et pas du tout invasif. Puis pour toutes les douleurs de grossesse en prévention, on a vraiment des très très bons résultats. La préparation à l'accouchement aussi. On peut consulter à ce moment-là. Des gens qui vont avoir... Beaucoup de gens aussi consultent, c'est ce qu'on voit beaucoup, je dirais, en pratique, après avoir essayé plusieurs choses et ça marche pas. On est un peu des fois le sauveur en bout de ligne, là, c'est-à-dire, bon, ça marche pas. Euh, Ça, des fois, on n'a pas besoin de se rendre là pour consulter, mais c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. J'ai essayé ça, ça marche pas, donc on essaie une autre approche. Euh, donc, à n'importe quel moment, on peut consulter. Ce que je dis souvent aux gens aussi, moi, puis les gens hésitent, c'est
des fois, d'envoyer un message, un courriel, à demander que le professionnel vous rappelle pour savoir s'il peut vous aider ou pas, c'est une bonne chose à faire. Tu sais, des fois, il ne faut pas hésiter non plus à se dire, je sais pas, j'ai telle condition, est-ce que je peux faire ou Est-ce que pas? c'est la bonne personne pour Est-ce que moi? c'est la bonne personne pour moi? J'ai entendu ça ou j'ai ma compréhension. Euh, le gros de nos références, c'est surtout le bouche à oreille. Donc ça reste, souvent dans les professionnels de santé, c'est ça. Donc les gens viennent, nous connaissent un petit peu, puis ont une bonne idée pourquoi ils viennent, mais certaines personnes, justement, qui ont plus eu des problèmes à long terme, puis qui savent plus par où le prendre, ben, ça peut être quelque chose à dire, mais d'envoyer un message, puis des fois, ça, je le fais, prendre 5 minutes au téléphone, dire, ben, écoutez, peut-être que c'est oui, on pourrait regarder ça si vous voulez. Tu sais, c'est assez complexe. Moi, souvent, les gens se disent, il faut quand même se donner 3 traitements, voir un petit peu ce qu'on peut vous aider. Tu sais. On règle pas tout en une fois, surtout ça fait des années, mais tu sais, on se donne 3 traitements. Dans 3 traitements, on veut qu'on ait des changements significatifs. S'il n'y a pas de changement, on va chercher une piste à 2 pour trouver qu'est-ce qui peut vous aider. Tu sais, l'important, c'est de vous aider. Mais ça, c'est vraiment quelque chose tu sais, qu'on peut faire, que puis moi, j'encourage les gens à faire. N'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est comme ça que vous allez avoir des réponses aussi. Ben, j'espère que cet épisode va avoir clarifié un petit peu le rôle de l'ostéopathe. Est-ce que, pour finir, tu aurais des trucs et des conseils peut-être pour les gens? On a parlé, bon, comme j'ai dit, la posture un peu Mm. tantôt. Est-ce que la musculation, ça peut être aussi une bonne façon pour les gens de prévenir les blessures? C'est excellent. En fait, tout est, tout est bon pour bouger. Moi, comme je dis, je travaille avec un studio de yoga, pilates. C'est des excellentes activités, surtout pour tout ce qui est douleur au dos. Puis hein, là, on a de la littérature comme quoi ça marche. Puis tu sais, c'est hyper efficace. La musculation bien faite, c'est excellent. Mal faite, ça fait des dégâts. Ouais, Mais l'astérix, c'est bien fait, là. ouais, le bien fait, mais le yoga mal fait, ça peut faire beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui se font très mal au yoga. Tu sais, des postures sur la tête mal faites, là, quelqu'un qui glisse, ça peut faire des méchants dégâts aussi. Donc c'est important d'avoir une certaine supervision, surtout si on commence. Mais tout ce qui est musculation est excellent. Euh, c'est sûr que quand on beaucoup dans la prévention, moi, quand des gens, je veux les remettre ils veulent retourner à l'activité, des fois les gens, ils ont dit, ah bah le yoga c'est bon, ou je veux faire de la musculation, on m'a dit que c'était bon, il faut que je fasse mes abdominaux pour mon dos. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais tu sais, c'est ce qu'on entend souvent là. Ça, Ouais. c'est vrai, ouais. Puis oui, il y a une manière de les faire, donc puis c'est pas de faire des crunchs, c'est pas, ça aidera pas forcément ton dos. Donc là, c'est là où on peut donner des exercices, donner des conseils. Mais ce que je trouve, moi, souvent important de dire aux gens, c'est dans la vie, quand on parle avec la population générale, les gens ont beaucoup d'obligations, que ce soit les obligations professionnelles, les obligations familiales. Il ne faut pas que l'activité physique devienne une obligation. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. Si ce que vous aimez, c'est courir, ben, on va regarder ensemble, ça va être quoi les étapes pour recourir. Alors peut-être qu'on va devoir passer par de la musculation, euh, peut-être qu'on va récompenser ou on va faire un hybride entre les deux. Euh, le yoga, on m'a dit que le yoga c'était excellent pour mon mal de dos, mais j'aime pas ça. Ben, on va vous mettre au On yoga. va trouver Qu'est-ce, quelque chose d'autre. qu'est-ce que vous aimez? Alors c'est sûr que quand c'est des sports qui peuvent être plus complexes, tu sais, les sports individuels, bon là, par exemple la mode aussi, il y a le pickleball, c'est un très bon sport. Pour les gens, pour bouger, se remettre à bouger, c'est excellent. Peut-être qu'il y a peut-être des petites précautions à prendre, des habitudes à faire attention, on va regarder. Certaines activités, tennis est très à la mode aussi, il y a de plus en plus de gens qui jouent au tennis. Ok, on va regarder, est-ce que vous êtes capable de peut-être courir un 20 minutes sans douleur? Ah non, j'ai mal. Ok, ben, on va essayer de bâtir sur le 20 minutes de course sans douleur, puis après on va aller au tennis, parce que sinon vous risquez de vous faire mal. Tu sais, on va essayer de la base est toujours mieux. Puis dès qu'on rentre dans les sports collectifs, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu sais, au soccer ou au hockey, c'est très facile de tout seul, on se gère bien, mais quand il y a du monde qui essaye d'attraper le ballon ou la puck, ben, le risque d'accident il augmente assez exponentiellement, surtout chez les hommes en général, parce que, avec le temps. Donc tu sais, c'est comme peut-être qu'on va regarder, tu sais, est-ce que vous êtes capable de courir sans douleur? Est-ce que tu es assez solide pour faire ça? Essayez de jouer un petit peu tout seul, même au tennis. Lancer une balle sur ok, pas de douleur, allez jouer avec des partenaires tranquillement. Tu sais, puis, donc on rebâtit là-dessus, mais faites quelque chose qui vous fait plaisir. Moi, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner parce que c'est un peu comme l'alimentation, hein, les régimes, on sait que ça ne marche pas. C'est des bonnes habitudes de vie qui marchent. Pour l'activité physique, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a un endroit où que les gens peuvent aller suivre un peu ce que tu fais en ligne ou avec la Ben clinique? moi, sur la plupart, ça va être sur notre site web à la clinique ou notre Facebook, Instagram, unpasversoi.ca, qui est ma clinique. Donc c'est pas mal là où moi je situe, travaille, puis on va avoir des informations sur ce que je fais à ce niveau-là.
Parfait. Ben, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi, Isaac. Ça m'a fait très plaisir de parler de ma belle profession, puis espérer que ça aide la population.